Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Guibert, je suis le fondateur et dirigeant d'ACDE Conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace numérique et pour ce webinaire. Chaque semaine, vous le savez, nous abordons un thème différent, mais qui nous ramène, ma foi, inéluctablement à des questions de management. D'où le titre générique de notre campagne, Parlons Management. Et aujourd'hui, on va parler du management par projet et de l'effet doublement bénéfique que celui-ci peut avoir à la fois sur votre ROI et sur la motivation de vos salariés. Alors, vous pourrez intervenir à tout moment, poser des questions par écrit sur le chat, on y répondra au fur et à mesure, ou bien en fin de session. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez correctement. Alors, quelques mots tout d'abord sur notre cabinet. ACDE Conseil, aujourd'hui, c'est une équipe d'une quinzaine de consultants, soixantaine de clients et de l'ordre de 200 projets ou missions menés depuis un peu plus de 15 ans que nous existons. Alors, si vous voulez voir de plus près nos références au type d'intervention, www.acde-conseil.com. Notre métier, en gros, c'est de contribuer aux transformations des entreprises, avec la mission de faire réussir les projets qu'entament nos clients. Voilà. Nous intervenons à ce titre en diagnostic, en assistance projet, en conduite du changement, en conseil, en formation, que ce soit en management de proximité, management d'équipe ou gestion de projet. Et ainsi, en une quinzaine d'années, on a formé plus de 2000 managers et depuis l'année dernière, depuis 2 ans même, nous sommes référencés Datadoc. Alors, 21 critères auxquels on satisfait, ce qui fait que vos formations peuvent être prises en charge par les autorités compétentes qui, comme vous le savez, sont en train de changer, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Alors, quand on parle de projet, bon, quelques constats qui résultent d'études économiques faites par le Gartner, le Chaos Report, enfin des organismes très réputés. On dit finalement il y a moins de 12%, derrière en gros une stratégie sur 8 qui est exécutée au sens où l'entendaient les donneurs d'ordre. 40% des investissements qui ne sont pas suffisamment alignés justement avec la stratégie. Tout cela est très cohérent. Près de la moitié des nouveaux projets qui sont arrêtés, qui ne vont pas au bout. Ce qui n'est pas forcément un drame, d'ailleurs, ça peut être bénéfique parfois d'arrêter un projet. Mais seulement 25% des investissements dans les projets informatiques qui donnent les bénéfices escomptés. Donc, une grosse déperdition d'efforts. En fait, il y a comme un souci. Les ressources humaines et financières ne sont pas assez focalisées finalement sur les projets à valeur ajoutée, et on constate que les forces vives en interne, et parfois même des prestataires, travaillent sur des projets ou des actions qui ne sont pas stratégiques ou pas suffisamment stratégiques parce que ils sont trop accaparés par l'opérationnel. Alors, comment y remédier? Quand on regarde les choses d'un peu plus près, on va se rendre compte que l'entreprise, elle évolue au cœur d'un environnement qui est extrêmement complexe et le comité de direction, le directeur technique, le directeur informatique, lui, il est là pour réconcilier 3 forces antagonistes, parfois. D'une part, il y a ce que l'entreprise souhaite faire ou doit faire en vertu de ses orientations stratégiques, en vertu des évolutions technologiques, des avancées de ses concurrents, des exigences de ses clients ou de ses prospects, ou bien encore des évolutions réglementaires. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans un plan pluriannuel ou dans un schéma directeur. Ensuite, il y a ce qu'elle est capable de faire ici et maintenant ou dans 1 à 3 ans, en fonction des compétences dont elle dispose, des motivations des individus également, ou en fonction des compétences dont elle entend se doter. Et enfin, il y a ce que l'entreprise ou l'entité est contrainte de faire en réponse à des engagements pris, à des nécessités de maintenance, à des nécessités de réactivité immédiate, par exemple une hausse subite de la demande, ou bien suite à une crise, à des rappels de produits, à toute autre contrainte. Et donc l'une des missions de la direction, c'est d'optimiser le pilotage des investissements au mieux de ces 3 axes. C'est ce qu'on traduit finalement par une expression simple d'un premier enjeu, il faut choisir les bons projets. Alors, choisir les bons projets, ça veut dire par exemple pouvoir évaluer l'importance pour l'entreprise entre 2 projets apparemment non comparables. Exemple, choisir entre un projet qui porte sur une nouvelle offre de produit, ou bien la mise en place d'un CRM en interne, ou bien une montée de version d'un système informatique. Avec ensuite comme corollaire un deuxième enjeu qui est, une fois que le projet est décidé, il s'agit de le réussir. Donc, réussir chaque projet engagé. Alors tout ça, comment ça va se traduire en matière de gestion? Alors c'est là qu'intervient la notion de portefeuille de projet. Donc, très succinctement, un portefeuille de projet, ça consiste à voir le business ou une partie du business, par exemple le développement d'une entité,
un programme de transformation, type transformation numérique, ou bien le cycle de vie d'un produit industriel ou d'une application informatique. Ça consiste à voir cela comme un ensemble, une collection de projets, nantis de quelques tâches de fond, bien sûr, qui va concourir à la performance d'une entité donnée ou à une division, une marque, un produit, bref, et qui va solliciter des ressources qui sont par définition rares, onéreuses, très demandées, très sollicitées et qui n'ont jamais le temps. Alors, la gestion par projet ou par portefeuille de projet, ça va répondre à cet enjeu de conciliation, justement, entre les trois éléments qu'on évoquait à l'instant, à savoir la stratégie, la capacité et les obligations. Sachant que les entités les plus impactées sont bien souvent des entités mutualisées et extrêmement sollicitées, par exemple, un service informatique, une DSI, un bureau d'études. Alors, comment on va mettre en place un portefeuille de projet? On ne va pas se lancer dans le cours complet. Et par quoi on va commencer? Un des points clés, c'est que l'ensemble de l'organisation, ma foi, elle doit comprendre la contribution des projets au bénéfice de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit se doter de ses propres critères ou d'une combinaison de critères qui vont lui permettre de répondre à la question, est-ce que ça, c'est un bon projet ou pas? C'est ce qu'on appelle des critères d'arbitrage. Donc, les axes pouvant être un axe réglementaire, un axe d'alignement sur la stratégie, un axe d'accroissement d'offres, de réduction ou de limitation du risque, des besoins internes, etc., etc. Donc, ça répond au type de questions qui sont sur l'écran. Comment classifier un projet, comment le positionner, quels intérêts va-t-il servir, est-ce qu'il y a une forme d'obligation ou pas? Alors, sachant que dans des entreprises de culture familiale ou dans lesquelles le dirigeant est encore très présent, on ne parle pas de volonté du prince, mais effectivement, l'actionnaire principal ou le propriétaire d'entreprise peut avoir une vision et une volonté d'engager tel ou tel projet. Ça s'est vu, c'est légitime, mais ce n'est pas une raison pour passer les critères d'arbitrage. On y reviendra. Donc, ces critères d'arbitrage, ils vont nous doter tout de suite d'un premier bénéfice dérivé, c'est celui d'une certaine visibilité, d'une certaine transparence dans la prise de décision. On sait pourquoi un projet est lancé plutôt que tel autre. Deuxième bénéfice dérivé, cette notion de stabilité des décisions, ce qui ne veut pas dire que c'est figé d'ailleurs. Mais on sait très bien que lorsque la situation économique est tendue, que les ressources s'estiment déjà surchargées et que, ma foi, les perspectives sont jamais certaines, toute décision va s'exposer à la critique et va être susceptible d'être jugée partiale, périlleuse, court-termiste, inappropriée, etc., etc. Alors, pour éviter ça, il est tout à fait nécessaire que les acteurs du projet connaissent, comprennent, partagent les raisons pour lesquelles une décision relative à leur projet a été prise. D'où la nécessité, on va dire, de pré-légitimer, de légitimer en amont la gouvernance d'un projet et ainsi d'éviter cette sensation d'arbitraire. Donc, pré-légitimer les décisions, c'est essentiel. Et ma foi, pour les dirigeants et les managers de la maîtrise d'ouvrage, d'ailleurs comme pour ceux de la maîtrise d'œuvre, il est impératif de créer cet environnement de référence qui va leur permettre à tout instant de justifier de la pertinence d'un projet et de légitimer leurs décisions. Donc, d'une part, alors il y a tout ce qui concerne l'expression des valeurs, des ambitions stratégiques, des plans d'action, sous la forme d'un projet d'entreprise, donc qui va préciser les grandes modalités et les grandes priorités d'exécution de cette stratégie. Ça, c'est le point de départ, mais ce cadre de référence, cet environnement de référence dont on parlait à l'instant, il va se traduire en fait par la publication de ce qu'on appelle un référentiel méthodologique. Alors, un référentiel méthodologique, alors qu'on se base d'ailleurs sur une méthode d'ingénierie agile ou traditionnelle, ce référentiel, il va indiquer les conditions à remplir tout au long du projet pour que celui-ci soit viable, puisse démarrer, puisse se développer au travers de ce qu'on appelle des jalons de go, de no-go, ou bien de revoir sa copie. Donc, on va trouver là-dedans non seulement les fameux critères d'arbitrage, mais aussi des documents à produire à chaque étape, les instances qui pourront les valider. Finalement, ça va permettre à chacun de prendre conscience des éléments qui permettent d'évaluer les opportunités en vue de décider du lancement d'un projet, puis aussi à chaque étape après de son avenir. Est-ce que les conditions économiques qui avaient prévalu il y a 3 mois à la réflexion qui nous avait amené à lancer ce projet, est-ce que 3 mois après, 6 mois après, c'est toujours d'actualité. Donc, ces règles du jeu, on va dire, c'est autant d'explications génériques qui vont éclairer les parties prenantes, qui va amener de l'objectivité dans tout ça et qui va ainsi faciliter leur adhésion aux décisions d'acceptation ou de refus ou de report d'un candidat projet. Voilà. En gros, ce qui répond à l'enjeu de tout à l'heure, choisir les bons projets, c'est la principale raison d'être de la gestion par projet.
Et alors ensuite, une fois qu'on a publié ce référentiel méthodologique, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de recenser les projets en cours, de les regrouper par famille, par produit, par portefeuille. Ça sert aussi à valider le référentiel et ça accroît d'autant son acceptabilité vis-à-vis des populations, chefs de projet, maîtrises d'ouvrage ou autres, qui sont pas toujours fanats de ce genre de fonctionnement. Il faut bien l'avouer parce que chacun aime bien finalement mener une lutte d'influence, faire du lobbying, de la politique interne, et toutes ces choses pour que son projet passe avant les autres. Alors, on disait tout à l'heure, réussir chaque projet engagé. Deuxième enjeu, et là, on est au cœur de ce qu'on appelle la gestion de projet, qui répond à d'autres facteurs clés de succès, qui ne sont pas le propos de ce webinaire. Mais le lien entre les deux, on va le trouver ici, et précisément, il en résultera un troisième bénéfice dérivé. À savoir que, bien évidemment, cette gestion par portefeuille de projet, elle suppose que tous les projets soient logés à la même enseigne, afin d'être comparables. D'où le référentiel, qui nous oblige à définir un certain nombre de figures imposées, finalement, pour chaque projet candidat à l'investissement. Alors, deux conséquences bénéfiques immédiates de ça, eh bien, c'est que les parties prenantes d'un projet vont être mobilisées dès cette phase de candidature. Elles rentrent dans un système voilà, qui est flexible, mais voilà, qui, à un coup de processus et d'étapes clés, amène les parties prenantes, notamment les utilisateurs, qui sont pas toujours les plus faciles à mobiliser, ça les amène à se pencher sur le projet et sur leurs besoins et sur leurs exigences dès cette phase de candidature. Et puis, autre conséquence bénéfique, c'est sur le chef de projet, parce que finalement, ce référentiel, il nous précise les exigences en termes d'outils, de méthodes, de reporting, finalement, les exigences qu'on pose sur le chef de projet, ce qu'on attend de lui. Du coup, ça va être défini et connu de tous, ce qui va finalement lui faciliter la vie. Par exemple, si le référentiel exige la production d'une expression de besoin et d'un premier planning, le chef de projet qui va avoir une maîtrise d'ouvrage pour dire écoute, j'ai besoin d'une expression de besoin et d'un premier planning, il est bien plus légitime. Il n'est pas vu comme un enquiquineur bureaucratique ou que sais-je, ce qu'on entend. Ma foi, c'est juste un pro qui fait bien son travail et qui applique des processus connus et acceptés de tous. Du coup, ça va nous aider aussi en termes d'ambiance. Ça va permettre au chef de projet de faire vivre une ambiance qu'on va qualifier de sereine, de convivial, qui respecte les attentes et les difficultés de chacun. Par exemple, quand le projet est lancé, il peut expliquer en quoi chaque décision relative au projet se positionne en toute transparence, en regard du contexte, des fameux critères d'arbitrage. Quatrième bénéfice dérivé. Lorsqu'une décision, qu'elle soit positive, négative, favorable ou défavorable au projet, est envisagée ou est prise, soit en comité de direction ou en comité de pilotage, et bien, puis revenir vers les équipes sans tarder pour leur expliquer ce qu'il en est. Voilà. Cinquième bénéfice dérivé, c'est l'exemplarité, qui devient de mise, parce qu'en raison de ces conditions d'entrée et de maintien d'un projet en portefeuille, le chef de projet et toutes les parties prenantes, même et surtout les plus influentes, doivent utiliser le référentiel et respecter les procédures convenues, que ce soit le lancement, la recette des travaux, l'affectation des ressources, la participation aux réunions, le passage d'une phase à l'autre, ou, en dernier mais pas le moindre, les modifications qui ne manquent pas de survenir en cours de projet. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Voilà, donc ça permet d'attirer votre attention sur deux comportements fréquemment rencontrés, qu'on ne commentera pas davantage, mais qu'il convient de proscrire dès lors qu'une performance collective et durable est recherchée. Alors, il y en a un, je l'appelle le projet vendu à l'ancienne, donc c'est le commercial débordant de créativité, et puis les représentants d'un client maître d'ouvrage qui est toujours pressé, toujours exigeant, et hop, on signe sans réelle implication des équipes techniques. Alors tout ça, me direz-vous, c'est anti-ISO 9000, etc., mais ça existe encore. Et on signe, on n'évalue pas la disponibilité des ressources, et puis après on vient voir l'informatique ou le bureau d'études en disant allez, démerdons-y, réussissez-nous le projet. Bon, ça c'est un peu mode de fonctionnement à l'ancienne. Et puis il y a ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, le fait du prince, le projet VIP, qui s'estime d'une importance stratégique telle qu'il peut s'affranchir des critères de gouvernance en vigueur. Eh bien non, ça c'est plus possible, et donc ça force l'exemplarité. Ainsi donc, notre chef de projet, ou notre directeur de projet, ou notre product owner, si on est en agile, il va asseoir sa légitimité sur les critères de gouvernance finalement. Il va s'appuyer là-dessus
pour communiquer avec ses équipes, pour préciser ce qu'il attend des contributeurs à un projet, qu'il en soit ou non d'ailleurs le manager hiérarchique. Hein. On retrouve là-dedans tous les ingrédients essentiels de vision, de sens, de repère, d'exigence hein, qu'on attend d'un manager. Mais comme on le disait tout à l'heure, il lui sera beaucoup plus aisé ensuite d'être aux côtés de ses équipes, d'être à l'écoute de leurs difficultés, de leurs réussites également, hein, pour faire vivre en permanence une ambiance propice à la motivation et donc à la performance. 6e bénéfice dérivé, et là on retrouve les fondamentaux hein, du management équitable, où on part du principe que c'est parce que les gens se sentent bien dans leur travail, écoutés, reconnus, disposant d'un droit à l'erreur ou autre, qui vont être motivés et que donc ils vont délivrer une performance durable. Voilà. Et donc cette notion de management par projet, on va la retrouver d'ailleurs hein, dans plusieurs points d'un document que certains d'entre vous découvrent peut-être là, qui s'appelle la charte du management équitable. Donc ça, c'est un document qu'on a publié il y a une dizaine d'années maintenant, hein, afin finalement d'aider les entreprises et les managers à y voir plus clair hein, et à progresser dans les pratiques de management à privilégier. Les gens nous demandaient, mais finalement, bien manager, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. C'est très systémique, hein, ça veut dire faire un ensemble de choses, et ma foi, dans cette charte, en 16 points, on a essayé d'illustrer hein, au mieux qu'on a pu ce que signifie finalement cette notion de bien manager. Alors, ces sujets, hein, on y a travaillé chez pas mal de nos clients, que ce soit dans le secteur industriel, dans la banque, dans l'IT, dans les services, dans la distribution. Voilà. Ce métier, ma foi, a ça de merveilleux, si je puis dire, que les problèmes de management sont à peu près les mêmes, hein, qu'on soit dans une entreprise de transport, dans une entreprise numérique, dans un grand distributeur, dans une grosse boîte ou dans une petite. Les gens sont souvent empêtrés hein, dans des questions de management et ben, ma foi, on les aide à progresser du mieux qu'on peut. Et ma foi, c'est à ça hein, que nous servons chez ACDE, faire en sorte que les gens aillent mieux dans leur travail, entre autres parce que le management est bon, est à la hauteur, c'est équilibrer exigence et assistance, c'est doser autorité et bienveillance, c'est les accompagner, c'est ben, gérer les projets hein, également, enclencher un projet, continuer, l'arrêter, etc., etc. Et il n'y a pas de secret. Hein, pour progresser, que ce soit en management de projet ou en management tout court, il faut se former. Alors très rapidement, hein, notre catalogue de formation, lui, s'articule autour de 2 piliers, hein, vous l'avez bien compris. D'une part, ce qui est trait au management d'équipe, management de proximité, la mobilisation, les réunions, les recadrages, des choses comme ça, avec 2 dérivés, l'un sur la prévention du stress et des risques psychosociaux, et puis l'autre sur ce qu'on appelle démarche RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Et puis l'axe transverse, hein, au cours d'une offre projet qui s'articule elle-même autour de 3 axes, les bases hein, de la gestion de projet, planning, reporting, choses comme ça, l'aspect plus stratégique des portefeuilles de projets dont on vient de parler, et puis la mise en place de logiciels type Microsoft Project, Siteformat, Artemis ou autres, hein, autour desquels nous intervenons. Bon. Et on a, je le disais tout à l'heure, une quinzaine d'années de recul hein, chez ACDE. Donc, alors on parlait tout à l'heure de remettre de l'humain dans le management. C'est posé il y a quelques années la question du e-learning. C'est pas facile de dire aux gens, pour apprendre à remettre de l'humain dans le management, asseyez-vous derrière votre PC et suivez une vidéo. Donc, on a mis en place des formations qu'on appelle hybrides, hein, qui mêlent au mieux la présence d'êtres humains, que ce soit au travers de fenêtres de chat ou bien lors d'ateliers classe virtuelle ou ateliers réels, hein, et puis donc du présentiel et puis de l'apprentissage en ligne, avec quand même un effet très net sur les coûts hein, de formation, le temps passé en formation, et puis le fait aussi que chacun puisse, dans la partie e-learning, se former à son rythme, ma foi, quand il en a le temps. Voilà, le tout étant cadencé hein, par des ateliers qui peuvent avoir lieu tous les 15 jours, tous les 3 semaines, et qui, ma foi, donnent un peu le tempo hein, et obligent les uns des autres à trouver un quart d'heure, une demi-heure de temps en temps pour suivre une formation. Bref, chez nous, vous avez le choix. Formation présentielle traditionnelle ou bien formation mixte en e-learning. Alors, on parlait management par projet tout à l'heure, donc cette notion, on l'aborde dans notre cursus management de projet, principalement dans les 5e et 6e parcours. Hein, les 4 premiers étant consacrés plus aux basiques de management de projet et le 7e à la mise en place d'une solution logicielle. Alors, sachant que ces cours de management par projet, ils abordent essentiellement des aspects organiques et méthodologiques.
toute la dimension management transverse, autorité transverse du chef de projet, hein, à l'intention de chef de projet, de directeur de projet qui ne disposent pas de l'autorité hiérarchique sur leur équipe projet, ben ça c'est traité dans nos cours de management. Hein, parce que finalement, une fois qu'on a identifié quels étaient les fondamentaux du management, on se rend compte que ces fondamentaux sont applicables à du management d'équipe, à du management à distance ou à du management transverse. Voilà, en synthèse, donc, ACDE, hein, une quinzaine d'années de recul, plus de 2000 managers formés, une certaine expertise en matière d'intervention auprès des managers, en accompagnement de comité de direction, en formation très orientée action, hein, concrète, pratique, qui exige d'ailleurs une implication du management à tous les niveaux, hein, et une réelle mise en œuvre progressive, hein, de telle sorte à ancrer dans le temps de nouvelles pratiques. C'est ça qui permet d'implanter, par exemple, une gestion de projet, hein, une gestion par projet, comme on vient d'en parler. Pour résumer, ce management par projet, on disait ça contribue au ROI, ça contribue à la motivation. Ben oui, ça permet de choisir les bons projets, hein, d'éviter ce que vous voyez sur la gauche en bas de l'écran, la foire d'empoigne ou le village gaulois, hein, quand il s'agit de prioriser les investissements. Ça permet de prélégitimer et de stabiliser les décisions. Ça facilite la vie des chefs de projet dans leur relation avec les parties prenantes, ce qui a donc un effet bénéfique, hein, sur la motivation, l'implication des acteurs. Et ainsi, ça fait de chaque projet une opportunité d'épanouissement, pour les salariés comme pour les sous-traitants d'ailleurs. Bref, ça permet de faire vivre un management à la hauteur, voilà, un management équitable. Alors, ces notions, hein, liées au management, on y reviendra d'ailleurs dans nos prochains webinaires. Donc, vous avez ici le programme. Alors, la campagne du premier trimestre se termine, mais celle du deuxième va bientôt commencer. La semaine prochaine, on parlera management à distance. Dans 2 semaines, on parlera courtoisie et bienveillance, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire, semble-t-il, dans certains endroits en ce moment là-dessus. Le 28 mars, on parlera management à toute la marque employeur, et puis on conclura cette série de webinaires le 4 avril par une question, ma foi, extrêmement existentielle, qui est comment se donner du temps pour manager. Moi, je suis fasciné, je sais pas vous, mais moi, je suis fasciné quand j'entends un manager me dire qu'il n'a pas le temps de manager. Bon. On y reviendra. Et d'ailleurs, à ce propos, on lance une grande enquête en ce moment destinée à identifier les facteurs qui font que certaines personnes qui ont le titre de manager estiment ne pas avoir assez de temps pour manager. Et on débriefera, on présentera les résultats de cette enquête lors du webinaire du 4 avril. Voilà. Alors, d'ici là, pour les participants au webinaire aujourd'hui, on propose une offre un peu spéciale. On a différents outils de diagnostic, hein, qui portent soit sur les projets et les PMO, ce qu'on appelle le PMO Scope, soit sur les pratiques de management. Et on se propose d'offrir aux 3 premiers d'entre vous, hein, qui se manifesteront par mail à l'adresse ci-dessous, contact@ACDE Conseil. Voilà, on leur offre un diagnostic de 2 heures sur le sujet de leur choix. Bon, je dis les 3 premiers, mais ma foi, s'il y en a 4 ou 5, voilà. On sera pas avare de notre temps et on viendra vous voir. Voilà, écoutez, il nous reste quelques minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y en a 2 ou 3. La première. C'est un peu... Combien de projets par PMO? C'est-à-dire, oui, pour dimensionner, je suppose, une équipe PMO. Alors, on avait fait une enquête là-dessus il y a quelques années. Bon, la réponse, c'est un peu comme le temps de séchage du flux du canon, hein, c'est un certain nombre. Alors, pour des projets de taille moyenne, genre 6-9 mois, et qui mobilise une équipe de 5-10 personnes. Je crois me souvenir qu'on était arrivé à une quinzaine de projets par personne dans une équipe PMO. Alors, la deuxième question porte sur les formations. Est-ce qu'on doit suivre les modules de formation en séquence? Alors, pas nécessairement. On peut, en général, on conseille d'attaquer pour les formations management, d'attaquer par le premier et de terminer par le dernier. Entre les deux, on a pas mal de flexibilité. On peut même rajouter des modules, hein, qui correspondent à des impératifs spécifiques, à des procédures de votre entreprise ou à des questions de réglementation, par exemple.
Et puis, troisième question, peut-on mettre en place une gestion par projet si on n'a pas de PMO? Mais oui, tout à fait, sachant que la mise en place d'une démarche de management par projet, on va vite arriver à la conclusion qu'il faut quelqu'un pour en être un peu la cheville ouvrière et que ça va naturellement définir le rôle du PMO, programme, portfolio, project, process, performance management officer. Donnez au P la signification que vous le souhaitez. À partir du moment où il y a une entité qui va fournir un peu de support aux utilisateurs, qui va pouvoir faire vivre des critères d'arbitrage, pouvoir former les gens à la méthode, pouvoir être un peu l'éminence grise du comité de direction pour préparer les démarches, voilà, vous appelez ça un PMO. Je dirais c'est la version noble du PMO. Moi, je suis toujours inquiet quand on assimile PMO à bidouillage de chiffres avec Excel. C'est vraiment voir les choses par un petit bout de la lorgnette. Il peut y avoir une fonction beaucoup plus noble et beaucoup plus stratégique et beaucoup plus valorisante pour le consultant PMO. Voilà. Alors, au-delà de nos prestations, de nos webinaires, aussi, notre ambition, c'est de faire vivre une communauté. Donc, on fait ça par le biais de forums LinkedIn. Il y a le club PMO d'un côté, il y a le groupe management équitable de l'autre. Il ne faut pas hésiter à y adhérer et puis à y faire part de retours d'expérience ou bien même nous solliciter ponctuellement. Vous pouvez poser une question. On vous y répondra sans vous envoyer une facture juste derrière. Voilà. De même, on va vous envoyer le lien donc vers le replay de ce webinaire et puis vers notre chaîne publique qui vous permet de voir un peu plus en détail nos programmes de formation. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, il est midi. Alors oui, malheureusement, la technologie ne nous permet pas de prendre l'apéritif ensemble. C'est pourtant bien agréable dans cette matinée printanière, mais peut-être qu'un jour, ce sera possible. Donc d'ici là, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. On parlera management à distance. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée en vous remerciant encore d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt.